Bienvenue sur F1i TV pour ce retour, mon cher Ziv, welcome back. Ben oui, on est content d'être là. Hein. Après 3 grands prix quand même, mais on s'était dit qu'on allait laisser passer un peu de temps avant de nous entretenir avec vous sur ce début de saison. Alors surtout évidemment le dernier Grand Prix en Australie, quel carnage Ziv, comment est-ce qu'on peut en arriver là? Oui, Grand Prix à rebondissement, hein, Pierre, littéralement. Bon. C'était sympa d'un côté, hein, parce qu'on le sait, hein, au Grand Prix d'Australie, à Melbourne, vu la configuration du circuit, il se passe toujours quelque chose. Mais là, on a été gâtés. Maintenant, on peut se demander si tous les drapeaux rouges étaient justifiés. Et pour moi, en tout cas, pour démarrer ce petit débat, le premier n'était pas justifié. Albon sort, il y a du gravier sur la piste. Bon, d'accord, safety car, mais pas drapeau rouge. Qu'est-ce que tu en penses ? On a une fâcheuse tendance à sortir le drapeau rouge pour un oui ou pour un non, je trouve. Alors ça remonte évidemment à la fameuse finale d'Abu Dhabi 2021, hein, où Michael Masi, un peu le cul serré, si vous me permettez l'expression, harcelé à la radio par les team principals de Mercedes et de Red Bull, qui avaient un peu craqué. Et du coup, drapeau rouge, ok, parce qu'on ne veut pas arriver sous régime de voiture de sécurité à la fin d'un Grand Prix. Ça se discute. C'est vrai qu'aux États-Unis, c'était dans les mœurs. On a eu des arrivées d'Indianapolis avec drapeau jaune. Ça n'est plus le cas aujourd'hui, parce que les Américains, pragmatiques comme ils sont, eux, quand il y a effectivement un incident en fin de course, ok, drapeau rouge, on repart, sauf qu'on est en départ lancé, évidemment, aux États-Unis, donc on ne prend pas les risques qu'on prend ici, et on rajoute de la distance à la course, parce qu'évidemment, en IndyCar, on peut ravitailler, ce qui n'est pas le cas en F1. Donc c'est compliqué pour la F1, mais bon, drapeau rouge, moi je trouve qu'effectivement, il y a de l'abus, il y a la direction de course qu'on sent, comment dirais-je, un peu confuse, où ça manque un peu d'autorité. Que ce soit Nils Wittich ou alors Freitas l'an dernier, n'en parlons pas. Voilà, on sait que maintenant il y a cette espèce de control room là, à Genève, avec soi-disant tous les datas, mais comme tu dis, pour quelques gravillons dans un virage rapide, certes c'est évidemment dangereux de perdre de l'adhérence là, on l'a vu avec Albon, même sans gravillon. Mais je veux dire, les commissaires passent un coup de balai, où on envoie même la voiture aspirateur, là. Ça fait 3 ou 4 tours de safety car, mais ça fait partie de la course. Et même une virtuelle safety car pourrait le faire, hein, à ce stade-là. Et le deuxième drapeau rouge, a fortiori le troisième, l'un appelle l'autre. Le problème, c'est que, voilà, en Amérique aussi, en IndyCar, on dit ça, yellow brings yellow. Parce qu'évidemment, avec les restarts, il y a chaque fois les risques de nouveaux cartons, avec des pneus froids, des freins qui ne sont pas en température, etc. On l'a vu, les 2 premiers virages de Albert Park, c'est pour ça, c'est suicidaire, quoi. Oui, il y a un grand problème, hein, c'est que le problème est qu'on met des drapeaux rouges, effectivement, parce qu'on dit zéro risque. Bon, la moindre sortie de piste, on arrête la course, c'est un peu exagéré, on l'a dit. Mais maintenant, il y a un problème d'équité sportive, hein, parce que on l'a vu, Russell, magnifique, il était en tête, et voilà, et c'était magnifique parce qu'on s'attendait à voir Verstappen partir, et on a Russell en tête. Et il s'arrête, il prend la bonne décision stratégique. Chez Mercedes, c'était bon, il panache. Russell s'arrête, Hamilton ne s'arrête pas. Finalement, on met un drapeau rouge. On met un drapeau rouge. Ce qui limite les options stratégiques, quoi. Alors qu'effectivement, sur le plan stratégique, c'était bien joué. Mercedes, ils étaient à 2 contre 1, puisque Pérez n'était pas là. Et voilà, on nous met un drapeau rouge qui, quelque part, casse le suspense ou l'intérêt, disons, stratégique du Grand Prix. Maintenant, après la sortie de Magnussen, oui, là, ça se justifie peut-être, étant donné qu'il y avait beaucoup de débris sur la piste et qu'on a tous en mémoire l'accident dont a été victime Massa, où il y avait un débris qui est rentré dans son casque, il a failli y perdre la vie et même Massa, ce n'était pas un débris, c'était vraiment une pièce. Oui. Un ressort de la voiture de Barrichello. Barrichello n'avait pas tapé, il n'y avait pas de débris par terre. C'est vrai, mais... C'est un cas particulier. Alors c'est vrai que les débris c'est dangereux, mais bon, en IndyCar aussi, drapeau jaune, on balaye, on envoie la voiture aspirateur, là. Ça n'empêche pas la course de continuer derrière la safety car. Bon, parfois, effectivement, quand c'est un grand strike comme Magnussen, ça peut éventuellement se comprendre, mais ça fausse la course. Et puis ça fausse aussi au niveau stratégique, à plusieurs niveaux. C'est que, il y en a certains qui sont lésés d'avoir pris la bonne décision stratégique, et puis le fait qu'on puisse
repartir de zéro, on peut travailler à la voiture, on peut mettre des pneus frais, etc. Tout ça n'est pas juste au niveau sportif. Ceux qui ont pris l'option de faire beaucoup de tours avec les pneus durs, etc., s'en trouvent pénalisés. Il faut retrouver une certaine justesse dans les décisions. Oui, parce qu'on invoque toujours la sécurité, évidemment. Ah oui, mais il faut des pneus neufs parce qu'on ne sait jamais qu'il y ait des débris sur la piste. Enfin, de deux choses l'une. Soit on arrête la course pour qu'il n'y ait plus de débris sur la piste et on s'assure que la piste soit clean, soit on ne l'arrête pas. Mais voilà, tout ça est un peu incohérent, c'est pour ça que je parlais de confusion à propos de la direction de course. Alors, est-ce que Liberty Media, parce qu'on constate quand même que c'est depuis quelques années qu'il y a cette tendance à favoriser le spectacle, moi je ne suis pas sûr, j'ai l'impression au contraire que là on a plombé le spectacle puisqu'il y avait des options stratégiques qui n'ont pas pu aboutir. Et puis est-ce que le spectacle c'est un strike et un carnage au premier virage avec des voitures dans tous les sens? Bon, ça c'est peut-être le stock car à l'américaine, je ne suis pas certain que même le public européen ou le public global de la F1 apprécie ça. Alors évidemment il y a la montée, il y a l'effet Netflix, comme on dit, hein, avec ce nouveau public qui arrive et qui est sans doute friand de ces cartons. Enfin, c'est vraiment pénible quand on voit les deux Alpines, hein, à cause du chaos de ce restart, dont ils ne sont pas responsables, ni Gasly ni Ocon. Et puis à la sortie, bon ben voilà, ça c'est... il est dans l'angle mort, Pierre il est vite, enfin, et l'autre est là, et les deux Alpines sont éliminés alors qu'ils ont fait une super course. Oui. 0 point. Ça, c'est pas équitable, effectivement. Et encore une fois, de nouveau, incohérence dans les pénalités, parce que Sainz, il reçoit une pénalité, ok, on a l'habitude de donner une pénalité pour ce genre de petit incident, d'accord, mais si on décide que cette partie de la course n'a pas eu lieu, alors il n'y a pas de pénalité non plus pour Sainz à ce moment-là, et c'est lui qui fait les frais alors qu'il fait une très très belle course et il se retrouve hors des points. Donc la pénalité est bien exagérée par rapport au petit contact qu'il a eu avec Alonso. Alonso au début, bon évidemment dans le feu de l'action il râlait, mais après il s'est rendu compte qu'il a même dit que la pénalité de Sainz était bien exagérée. C'est-à-dire que si on neutralise la course, ce qui est le cas, la course ne repart pas. C'est absurde. Ouais. Hein, ce dernier drapeau rouge, dernier restart, ah non, on ne fait plus de restart, on repart derrière les voitures de sécurité pour faire juste la distance de la course. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de la distance de la course? Le Grand Prix a déjà duré assez longtemps, il peut faire un tour de moins. Je veux dire, avant, il n'y avait pas de problème. On arrêtait une course au drapeau rouge, le classement était établi au tour précédent. Donc, les incidents du tour drapeau rouge n'entrait pas en ligne de compte. Et dans ce cas-ci, comment voulez-vous que Sainz prenne 5 secondes et que, comme il n'y a pas de course, le peloton est à la queue leu-leu, évidemment, il se retrouve bon dernier. Oui. Ce qui est complètement déséquilibré par rapport à la... Et l'injustice est énorme parce que Alpine, qui était clairement compétitif, avait 2 voitures dans les 10 premiers, se retrouve totalement éliminé. Et alors on a McLaren qui est à la rue totale, qui marque des doubles points. Et alors après 3 Grands Prix, qu'est-ce qu'on voit? Que McLaren est devant Alpine. Donc, alors on a eu du spectacle, on a eu des accidents, heureusement sans dommage pour les pilotes, mais on a tous un goût de trop peu parce que le potentiel de ce Grand Prix était énorme. Parce qu'on a toujours des bons Grands Prix en Australie. Bon là, on en parlera peut-être, évidemment, Verstappen et Red Bull déroulent avec une facilité déconcertante, mais la FIA a pas mal de sujets sur lesquels piocher, à mon avis. C'est certain, bon, et voilà, quand on repense par exemple, tu parles d'Alpine et de McLaren, Pierre Gasly, 4e, c'est quand même peut-être pas la régulière parce qu'il y a eu quelques incidents devant lui, mais enfin, le rythme de course de l'Alpine avec Pierrot, qui était mieux qualifié que Esteban cette fois-ci, eh bien, démontre que la voiture a du potentiel, effectivement. Pareil pour Ferrari avec Carlos Sainz, parce que Charles Leclerc est dans le bac tout de suite. Là aussi, la faute n'a pas de chance. Mais en réalité, la Ferrari, en course, était dans le coup. En partant un peu plus haut sur la grille, oui. Il y avait matière à. En tout cas, avoir un match à 3 entre les Red Bull, les Mercedes et les Ferrari. Alors certes, les Red Bull sont loin devant, nous sommes d'accord. Verstappen déroule, comme tu dis. C'est évidemment à Pérez qu'arrivent les emmerdes aux essais ou en qualif, pas de chance pour lui, alors qu'il croyait un peu naïvement qu'il allait pouvoir contester la suprématie de Max. C'est mal bas. Maintenant, je lisais une stat amusante, Ziv. Après 3 Grands Prix l'an dernier,
Verstappen avait abandonné dans les mêmes Grands Prix dans lesquels Charles Leclerc a abandonné cette année-ci. Et Charles avait gagné les Grands Prix que Max a gagné cette année-ci. Donc au bout de 3 Grands Prix l'an dernier, on avait une situation comparable à celle de 2023, sauf que c'était Charles et Ferrari qui étaient devant et Max et Red Bull qui étaient pénalisés par une fiabilité désastreuse. Alors ça nous laisse peut-être un peu d'espoir, parce qu'il reste 20 Grands Prix, hein, ne l'oublions pas. Oui. Et donc on ne sait jamais effectivement que peut-être que Red Bull plafonne, il y en a certains qui disent que Red Bull a encore de la marge et qu'au contraire, hein, ils mettent le frein à main. Bon, on demande à voir, c'est sûr qu'ils ont trouvé quelque chose, parce que quand on voit le DRS, la vitesse de pointe de la Red Bull, c'est insensé, ils ne sont pas dans la même catégorie, donc il y a un côté même, c'est un peu unfair advantage, comme on dit, tu vois. Et quand on met 4 zones DRS à Melbourne, ben évidemment, il déroule les doigts dans le nez, Max. Mais d'un autre côté, chapeau à Adrian Newey, une fois de plus, il a trouvé quelque chose que tous les bureaux d'études du monde n'ont pas trouvé, parce que chez Mercedes, ils sont 1500 ingénieurs à chercher, et c'est Adrian Newey qui a trouvé la parade. On n'est même pas sûr que c'est Newey, hein. Oui. On dit toujours Newey, mais enfin bon, regarde Dan Fallows, qui était le bras droit de Newey chez Red Bull, il arrive chez Aston, l'Aston, elle marche comme... Personne ne l'avait imaginé, même Fernando Alonso dans ses rêves. Mais on avait dit la même chose de Peter Promodrou qui est passé chez McLaren, et depuis qu'il est là, je trouve que bon, ils vont à reculons. Oui, c'est vrai. Mais tu parlais d'espoir, c'est vrai que chez Ferrari, il y a de l'espoir, hein, parce que le rythme de course de Sainz était très bon. Apparemment, au milieu de la course, il tournait aussi vite que Verstappen. Donc là, il y a de l'espoir. Mais moi, où j'ai de l'espoir, c'est en Mercedes, parce que Mercedes, qui ne sont pas encore arrivés avec les modifications fondamentales qui comptent amener durant la saison, on fait quand même un grand bond en avant. Russell, tiens, il se qualifie devant Lewis en première ligne et prend la tête avec une maîtrise, je trouve, extra, une détermination face à Verstappen. Verstappen qui a été très intelligent sur le coup, parce qu'il savait que sa voiture était très supérieure. Il s'est dit, voilà, je les laisse jouer jusque quand j'aurai le DRS et après, je partirai. Effectivement, c'est ce qu'il a fait. Il est malin, Verstappen. Effectivement, les 2 premiers tours, on voit qu'il prend 0 risque parce qu'il sait, comme tu dis, que il aura le unfair advantage après avec le DRS. Bon, c'est un peu dommage. Maintenant, Mercedes sur un tour aussi, en qualif, ils étaient vraiment pas loin. Donc on peut espérer, voilà. On est curieux de voir Bakou, Miami, et puis les grands prix plus classiques avec Barcelone, Monaco, des circuits quand même très différents les uns des autres, et où on va un peu voir les caractéristiques d'une voiture par rapport à l'autre. Peut-être que la Red Bull sera un peu moins dominante sur des pistes un peu plus sinueuses, genre Monaco par exemple, même si on se souvient que l'an dernier, c'est quand même... malgré tout, on peut être inquiet pour le championnat parce que, comme l'a dit Russell, il a dit, moi je m'attends à ce que Red Bull gagne tous les grands prix. Effectivement, comme c'est parti, on se demande comment, parce que la fiabilité est là. Ouais. Et donc sauf pour Pérez aux essais, donc ça peut arriver. Oui, et chez Verstappen aussi, ça a été limite au niveau de boîte de vitesse. À Jeddah, bien sûr. Donc on ne va pas leur souhaiter d'avoir des problèmes de fiabilité, on va surtout souhaiter à Ferrari, Aston Martin et à Mercedes de se rapprocher et de nous donner des splendides courses. Et en espérant que les Alpines, qui vont se retrouver en bleu et plus en rose, vont quand même voir la vie en rose pour la suite, parce que c'est une belle équipe. Et alors les gens qui voulaient absolument confronter Ocon et Gasly, eh bien ils en ont, voilà, ils sont Grosjean comme devant, sans jeu de mots pour Romain, parce que pour l'instant ça se passe bien. Alors certes, ils sont victimes des circonstances, mais il n'y a pas eu l'ombre d'un reproche, d'une critique, où ils ont même fait une vidéo à 2 pour dire aux fans, voilà, 0 problème. Donc il ne faut pas voir des problèmes là où il n'y en a pas, mais en attendant, on a quand même une saison qui, même si Red Bull a pris la main, va encore nous faire vibrer et nous passionner, à commencer par le Grand Prix à Bakou, qui est quand même un circuit spectaculaire, avec une course sprint, Ziv. Là aussi, on est dans la tendance générale, Liberty Media, le show. Donc, non seulement une course sprint, mais aussi une qualif en plus. Donc, ça, c'est du spectacle tous les jours et à toutes les heures. Bon, moi, je me réjouis de retourner à Bakou parce qu'on a toujours des courses spectaculaires. Et on n'a pas parlé de nos jokers, Alonso
et en moindre mesure Stroll, hein, parce que l'Aston Martin est compétitive, et Stroll a fait un podium à Bakou déjà. Donc on aura certainement les Aston Martin dans le jeu. Maintenant, c'est vrai que ces règles qui changent tout le temps, qui dénaturent un tout petit peu le sport, pour moi, ça me désarçonne, moi qui suis un ancien et un nostalgique un peu de la Formule 1 d'antan. Je trouve ça un peu bizarre de changer les règles à tel point et de vouloir que le spectateur soit tout le week-end, vendredi, samedi, dimanche devant son écran. Et même Verstappen, qui était un jeune, lui, s'est plaint et il a dit, écoutez, si vous continuez à changer la Formule 1, eh ben, moi, vous ne verrez pas très longtemps sur les grilles de départ. Donc, oui, enfin, bon. il y a un peu un malaise. On sent que la Formule 1 change. Bon, les temps changent aussi et il faut du mat. Il faut que... Et les jeunes s'y retrouvent apparemment. Donc, je te rappelle quand même que Max est sous contrat jusqu'en 2028, donc il peut avoir 10 titres de champion du monde avant de raccrocher en disant que quand même les courses sprint, ça suffit. Bon, les courses sprint, c'est quand même du spectacle. Alors c'est peut-être du spectacle un peu artificiel, mais il y a quand même des points à prendre. Et le fait que maintenant on a la qualif du Grand Prix le vendredi et pas le résultat de la course sprint qui donne la grille du dimanche, ça permet quand même aussi d'avoir à la régulière les performances qui sont, c'est plus logique, qui sont respectées, en tout cas dans la hiérarchie sur un tour, pour former les grilles de départ. Grille de départ, le suivant, c'est donc Bakou, fin du mois, et puis Miami, qui est quand même le symbole de cette Formule 1 à l'américaine. On aime ou on n'aime pas, on y aura droit. Jusqu'à Las Vegas en fin de saison, ça promet. Et donc, rendez-vous au milieu de l'été pour faire un nouveau point ensemble. Pierre, la saison s'annonce vraiment passionnante. Oui, enfin passionnante, on verra, mais en tout cas mouvementée, elle l'a été jusqu'à présent. Et puis voilà, rendez-vous effectivement pendant l'été. Il y aura certainement encore 1000 choses à dire. D'ici là, entre-temps, vous savez, F1i, tous les jours, sur le net, vous avez l'information instantanée sur tout ce qui se passe dans les coulisses de notre sport favori. Bon printemps, bon Grand Prix, et donc rendez-vous pendant l'été.